Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on repart de nouveau sur les bases. Je vais vous parler de votre défense, de votre appui et de votre allié quand vous allez partir dans la forêt longtemps. Alors des alliés, vous en aurez peut-être plusieurs. Votre premier allié, c'est votre couteau. Mais vous pouvez très bien avoir un deuxième allié. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le bois mort, c'est l'essence de la vie. C'est un abri pour un grand nombre d'animaux, d'insectes. Et ça redonne la richesse au sol. Donc c'est très utile. Bon, je suis pas ici pour vous parler des bois morts. Donc aujourd'hui on va se créer un allié. Cet allié, ça va être un moyen de vous défendre, un moyen de vous appuyer, un moyen de faire beaucoup de choses. Et c'est la base de la survie. Dernièrement on a fait une randonnée avec ma copine. Il était quoi? Il était 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Et on était au milieu de la forêt. Et on s'est retrouvé à côté de peut-être 5-6 sangliers qui faisaient chacun entre 60 et 90 kilos. Donc autant vous dire que ça fait un sacré vacarme. Ma copine était terrorisée. D'ailleurs, je lui ai dit, si jamais il y a des petits, on bouge pas, on reste à distance. Et si vraiment ils se sentent menacés et qu'ils nous chargent, parce que les sangliers ne chargent pas pour rien, ils chargent uniquement parce qu'ils se sentent menacés ou qu'ils défendent leurs petits. Enfin, en tout cas, les laits. Et s'ils le font, t'as pas beaucoup de choix, en fait. Soit tu te mets derrière un arbre, soit tu grimpes à l'arbre. Parce que autant te dire que courir ça sert à rien, il ira plus vite que toi. Te confronter à lui, faut t'attendre à recevoir une bonne masse sur la gueule. Et je peux te dire que même si tu sors ton couteau et que tu lui envoies le maximum de coups à l'intérieur de la cage thoracique, tu le tueras pas. Du moins pas aussi vite que lui te fera du mal. Mais en tout cas, c'est rare qu'un sanglier tue quelqu'un. Le risque éventuellement, c'est les animaux. Voilà, vos chiens, même les enfants, si c'est des petits enfants. Ils peuvent risquer leur vie là-dessus. Voilà, donc on était dans notre balade et puis il y avait 5-6 sangliers qui sont passés à côté de nous, qui ont fait un vacarme pas possible. Et je lui ai dit, si jamais ils viennent vers nous, tu montes dans la forêt et tu vas derrière un gros arbre. Et s'ils viennent vers toi, tu fais le tour de l'arbre. Et si jamais ils chargent dans ma direction, ben, ma foi, je vais me mettre entre le sanglier et toi, histoire que toi au moins tu risques rien et moi je vais faire comme je peux. J'ai appris à l'armée à me battre contre un chien, mais ça n'a rien à voir avec un chien. C'est pas du tout les mêmes choses. Et même un chien, aujourd'hui, il faut vraiment être aguerri pour pouvoir se défendre face à un chien qui t'attaque. Enfin bref, je m'égare. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ton allié pour te défendre face à un sanglier, ou même si ce n'est un autre animal dans une autre forêt, hein. Ça peut être un sanglier là, ça peut être un jaguar si tu es dans une forêt amazonienne ou autre part dans le monde. Ça peut être plein d'animaux qui sont là pour se défendre, même des loups. Dans les pays nordiques, tu peux être confronté aux loups, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que vous sortez votre couteau, peu importe la taille qu'il fait,
face à un sanglier, face à un autre animal, tout aussi dangereux, vous n'aurez quasiment pas de chance de vous défendre avec. Même s'il a affûté comme pas possible, comme celui-ci, et même s'il fait 30 cm de long, ça servira à rien. Une hache, ça servira à rien non plus. Le cuir du sanglier est tellement épais et dur que vous allez mettre du temps à l'avoir. Une machette, c'est pareil. La seule chose qui pourrait vous aider, c'est de mettre une distance avec l'animal. Et vous l'aurez compris, notre allié, c'est un bâton, tout simplement. Là, nous sommes dans une forêt dans l'est de la France, et il y a beaucoup d'essences différentes. Il y a beaucoup de résineux. Et nous, on va chercher un bâton droit, assez long, costaud, qu'on va travailler un petit peu. Et je vais vous montrer aussi des spécificités qu'il faut garder sur votre construction, de façon à ce qu'il soit optimal. Tout d'abord, on va chercher un bon bout de bois. Alors, pour trouver un bon bout de bois, déjà, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce que on est ici dans le cadre de la survie, on est perdu, on a besoin de survivre? Est-ce qu'on est ici parce qu'on fait une randonnée? Est-ce qu'on est ici parce que on est perdu tout simplement et qu'on essaie de retrouver son chemin? Tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Si vous êtes dans un état de survie, il est clair que vous n'aurez pas à réfléchir sur quel bâton prendre. Vous allez prendre le premier bois jeune que vous allez trouver et vous allez le couper. C'est de la survie. Je vais vous montrer. Regarde celui-là. Celui-là est tout jeune. Tout jeune, bien droit, comme un piquet. Donc celui-là, en état de survie, il est idéal pour faire un bâton de défense et d'appui. Mais là, on n'est pas en état de survie. Donc on va pas le faire. Parce que, bon, même s'il est proche d'autres arbres, il est quand même jeune, il est en bonne santé, il pousse bien droit. Donc il a encore son avenir ici. Mais quand vous arrivez ici, vous voyez ce genre de choses, 3 petits arbres avec 3 pousses différentes. Le fait qu'il y ait 3 arbres au même endroit va faire que ils vont se prendre l'oxygène les uns des autres. Donc ici vous pourrez potentiellement, d'ailleurs celui-là de toute façon est mort. Celui-là, à mon avis, il a plus grand chose. Parce que justement les 2 autres qui sont bien avancés déjà sont en train de tout pomper. Donc celui-ci il a plus rien. Donc vous voyez, il est bien mort. D'ailleurs, si je le tords le moment, voilà, il craque tout seul. Je vais sortir ma scie. Vu qu'il est mort, mais qu'il est resté attaché, ça reste un bois bien solide. Quand vous n'êtes pas en état de survie, n'allez pas commencer à couper tout et n'importe quoi. Parfait. Bon. Je vais vous expliquer une petite chose. Pour ceux qui ne le savent pas, comme je vous l'ai montré, une forêt, ça a besoin de respirer. Comme vous. Imaginez que vous soyez dans un concert et que vous soyez tous compactés les uns sur les autres. C'est comme ça qu'arrivent les malaises. C'est comme ça que les gens tombent dans les pommes et qu'il y a parfois des décès. Ben, c'est pareil dans une forêt. Il faut que les arbres respirent. Et c'est pour ça qu'il y a des arbres qui sont marqués aujourd'hui et qui sont destinés à être coupés. Quand vous allez dans la forêt, vous voyez beaucoup d'arbres avec des marques dessus, des marques blanches, des marques bleues, des croix. C'est des arbres qui sont destinés à être coupés pour être usinés. Donc, qui partent en scierie pour faire des planches, des madriers. On les coupe pas parce qu'on a besoin de couper des arbres. On les coupe parce que la forêt a besoin de respirer. Et ensuite, on utilise cette découpe pour en faire quelque chose. Donc, si vous voyez quelqu'un couper un arbre, ne vous dites pas « Oh, il est en train de faire la déforestation ». Soyez plus malin que ça. Dites-vous qu'il y a une bonne raison pour laquelle ils sont coupés. C'est indispensable pour l'avenir de la forêt. Les arbres sont marqués et ensuite, il y a un bûcheron qui vient, qui découpe tout ça proprement, qui fait tomber les grumes, il coupe les branches et ensuite, il y a quelqu'un qui vient récupérer les grumes, les charge et les emmène en scierie. Mais c'est indispensable. Les bûcherons est un très beau métier et c'est grâce à eux qu'on a des forêts qui sont magnifiques comme ça, avec des arbres très très hauts, riches, avec beaucoup d'animaux. Donc pour la petite explication. Nous, on a récupéré du coup notre petit bois mort. Il est vraiment encore très très costaud, la fibre est bien ferme à l'intérieur. Ça va être un excellent bâton pour pouvoir nous défendre ou bien prendre appui. Pour ce qui est de la section, ça c'est parfait. Tu vois, si ça rentre dans ton œillet, c'est que c'est une excellente section. Parce qu'il faut pouvoir bien le maintenir avec la main. Donc maintenant, on va le travailler. Je vais déjà couper ce morceau-là pour voir, me donner une idée. Quand je le poserai au sol.
Ah, c'est pas mal. Il faut que ça aille à peu près à mon épaule. Donc, on va le couper là. Voilà. Ça, vous pourrez l'utiliser pour faire du bois de feu. Donc, en hauteur, on est bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever toute l'écorce et le mettre à nu. On appuie dessus avec le genou et on y va. On coupe tout simplement l'écorce comme ça. Si jamais vous avez peur de vous couper les doigts avec votre couteau, vous prenez votre chute, coupez un petit morceau donc. Prenez votre bout de bois, vous allez taper sur votre couteau avec le tranchant vers l'avant, avec le bout de bois. Voilà, tout simplement. Voilà. Prenez un bon couteau. Hein. Et ensuite, vous prenez ça comme poignée, vous prenez l'autre comme poignée, et vous y allez. Évidemment, ça, vous pouvez le garder pour lancer un feu. Tout ça, c'est très utile. Bon, vous voyez que il est parfaitement écorcé, mais vous voyez aussi que dessus, vous avez une fine pellicule brune. Celle-ci, il faut aussi l'enlever. Il vous faut le blanc. Ce côté brun là, c'est encore l'écorce. Donc il faut l'enlever ça. Mon bois est bien écorcé. Il est assez léger. C'est plutôt maniable, il n'y a pas de problème. Donc vous avez vu que j'ai récupéré toute cette écorce là. Ça part très très bien pour l'ancien feu. Si vous avez un briquet, utilisez votre briquet. Faut pas être con. Voilà, on y va. Dépose un petit peu de matière. Ça prend doucement. Ok, on a une flamme. Ça brûle très très bien. Et maintenant, la seconde étape de la fabrication de notre bois, ça va être de le faire passer sur le feu, tout doucement, de façon à ce que les pores se contractent, la peau morte s'enlève. Bien sûr, il faut un plus gros feu, il faut vraiment un bon foyer. On va le faire déjà avec ça et puis on verra ce que ça donne. Ça fait quelques minutes que je suis dessus et comme vous pouvez voir, il a bien noirci. L'idéal c'est qu'il soit partout comme ça, noir comme ça. En tout cas, il commence à être vraiment pas mal. On sent que le bois est beaucoup plus sec. Il s'est bien endurci. Il est pas mal là. On a fini de brûler notre bois. D'ailleurs, il prend feu même. C'est très bien s'il prend feu. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais là, il commence à pleuvoir. Et en gros, notre bois là, il est protégé. La suie qui forme sur le bois et le fait d'avoir les pores qui se contractent fait qu'il ne prend plus l'humidité. Donc, c'est un atout majeur. On va éteindre notre feu. Et puis ensuite, je vous montre la suite. Moi j'ai une grande gourde que je peux utiliser en état de survie bien sûr. On n'utilise pas, hein, l'eau est précieuse. On pisse dessus et ensuite on met de la terre partout dessus. Moi je peux me permettre. Surtout qu'il y a des rivières à foison ici. Même s'il va pleuvoir, je fais toujours ça. Et maintenant, je vais enterrer toutes mes braises là. Voilà, tu enterres tout, tu tasses bien, histoire que ça éteigne bien tout et que ça prenne l'humidité. Et tu laisses jamais un foyer derrière toi.
Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre bois? Bah déjà, il sert déjà d'appui. Il est bien costaud, pas trop lourd. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir l'utiliser comme moyen de défense. Parce que c'est justement pour ça qu'on le fait. C'est pour pouvoir garder à distance un animal qui vient vous attaquer. Prochaine étape, c'est de faire une petite pique, pas trop longue. Parce que si vous la faites trop longue et trop pointue, quand vous allez marcher, vous allez vous enfoncer dans le sol. Et ça va fragiliser votre bâton. Il faut le faire assez court et l'angle doit être assez large. Bon, les amis, ça y est, j'ai fait ma pique. Regardez. Une vraie pique médiévale. Ça fait assez mal. Je vous avoue que là, si tu te fais taper avec ça, tu vas le sentir passer. Mais ça ne se plante pas. Donc vous ne risquez pas de vous planter dans le sol. Ça ne se plante pas. Parce que je l'ai fait d'une manière à ce que ce soit tout de même assez arrondi. Comme une ogive. Comme c'est très pointu tout de même, et que c'est vraiment solide, quand vous allez prendre de la distance avec un animal avec, et que vous allez le piquer avec, tout sera concentré dans ce petit point-là. Donc ça va lui faire extrêmement mal. Et ça va potentiellement le dissuader. Il y a des animaux qui sont très coriaces. Vous ne le dissuaderez pas comme ça. Mais en tout cas, ça peut lui indiquer que vous êtes prêt à vous défendre. Et ensuite, vous repassez ça dans le feu pour l'étanchéifier à nouveau et le rendre beaucoup plus solide. Ensuite, avant de repartir, vous savez que vous allez devoir prendre appui sur ça, donc il ne faudra pas des angles très abrupts. Vous allez l'arrondir tout doucement avec votre couteau. On cherche juste à casser les angles pour que ce soit agréable avec le poignet. On l'a très bien arrondi, il est vraiment agréable au toucher. Et puis pareil, là on brûle tout ça pour le protéger. Bon les amis, j'ai mon bâton, il est prêt, il se plante pas dans le sol, il me permet d'avoir un très bon appui. Il est peut-être un peu large, bon, moi ça va, je le tiens plutôt bien. Mais si vous avez des petites mains ou si vous avez les mains qui glissent, surtout que là, vu qu'il est brûlé, ben, il glisse un peu plus. Faites peut-être une section un peu plus petite ou creusez un peu plus avec le couteau. Si vous creusez trop, vous allez fragiliser votre bois. Donc je déconseille de faire une petite saignée dedans autour parce que ça risque de le fendre au bout d'un moment. Donc là il est un petit peu tordu comme on peut le voir, mais choisissez bien un bois bien droit. Et du coup, si maintenant un animal venait à arriver autour de moi, un sanglier qui vient avec une laie avec ses petits et plusieurs sangliers qui sont là, je peux tout à fait me défendre avec. Voilà, grossièrement ça ressemble à ça. Voilà, bien. Et on peut se défendre, ça nous blesse pas les mains, le bois il est vraiment doux, vraiment agréable et il est solide. Si jamais je suis blessé aussi, il peut m'aider, hein. J'ai une blessure à la jambe, il peut tout à fait m'aider à avancer. Si vraiment vous voulez pas qu'il vous encombre, vous le fixez sur votre sac, sur le côté de votre sac. Ça c'est votre deuxième meilleur ami après votre couteau. Moi ce que je vais y rajouter, c'est que je vais faire un trou là, à la maison. Je vais rajouter une cordelette, une paracorde, pour pouvoir le garder dans la main, si jamais, ou bien pour l'accrocher chez moi sur un clou. Donc voilà, le bâton de survie, le bâton d'appui, le bâton de défense. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est une base que vous devez savoir faire. C'est très très simple à faire, vous l'avez vu. Et puis ça prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Ça peut vous être utile dans beaucoup de circonstances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je referai encore des vidéos de base. N'oubliez pas vos inscriptions sur skogenimmersion.com pour les stages d'aguerrissement. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!